Bonjour Myriam. Allô Jacques, quel plaisir. En ce moment, c'est indiqué comme quoi on est en direct. Cependant, le live, je ne le vois pas sur le site. Starting in. OK. Donc, on est toujours. On est avec. Les Est-ce que plaisirs. tu m'entends? Oui. Écoutez, les amis, on est déjà sur les écrans. On va débuter puisque le direct vient de commencer. Donc, permettez-moi donc de vous accueillir à ce premier Facebook Live. Premier, évidemment, implique des défis techniques que nous vivons en ce moment, mais on est donc présentement en direct. Évidemment, il y aura rediffusion. Alors, on vous remercie d'être là et on est heureux de vous retrouver pour cette troisième édition de la traversée du lac Tremblant. Traversée du lac Tremblant qui est de retour, évidemment, après 2 ans de pause et un retour en force, je dirais, puisque au niveau de la programmation, on a vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Évidemment, une belle brochette d'ambassadeurs. Au niveau des ambassadeurs, évidemment, pour ce qui est des invités d'honneur, c'est Pierre Lavoie. Pierre Lavoie qui se passionne pour la nage en eau libre, lui qui fait bouger le Québec et vraiment qui adore la nage en eau libre. Donc, Pierre Lavoie est notre invité d'honneur. On retrouve toujours notre coach invité et officiel qui est Bertrand Venturi. Bertrand Venturi qui se passe de présentation nageur émérite au niveau mondial, lui qui vient de la France, alors donc qui est avec nous. On a plusieurs ambassadeurs, dont Normand Piché qui a relié les 5 continents à la nage, donc vraiment nageur émérite. Xavier Desharnais, meilleur nageur canadien et un des meilleurs nageurs au monde qui a également remporté les épreuves de la traversée du lac Tremblant, qui est un de nos ambassadeurs. Antoine Jolicoeur Desroches également fait partie de nos ambassadeurs et il sera d'ailleurs du camp Triconnexion. Donc, de nage, on va en parler un petit peu plus tard. Et côté donc de nos ambassadeurs et ambassadrices, ben aujourd'hui, on se retrouve avec nos deux ambassadrices que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Pour ce qui est de cette édition, je vous disais qu'on revenait en force. On revient en force, évidemment, avec 5 distances disponibles. Au niveau des 5 distances, ben, on a le 1 km des jardins, donc c'est vraiment l'endroit où souvent on retrouve les classes de natation, les jeunes qui participent à l'événement ou les gens qui veulent justement se familiariser avec la nage en eau libre, donc le 1 km tout à fait accessible, présenté par Desjardins. On a le 3 km. On a le 12 km en équipe cette année, donc vraiment une nouveauté de pouvoir faire un 12 km, mais à relais en équipe de 2. Donc, tout à fait possible de le faire en toute sécurité. Et il y a évidemment la classique, la traversée du lac Tremblant, le 12 km côté individuel et solo. Donc, vraiment une brochette d'événements pour tous les participants. On retrouve de ce côté-là, quand je parle de sécurité, jusqu'à 170 kayakistes qui encadrent nos nageurs. D'ailleurs, les gens qui sont intéressés à se joindre à nous pour l'encadrement, ben, on vous invite à communiquer avec l'organisation, avec le site La traversée du lac Tremblant.ca. Alors, évidemment, quand je parlais de nouveautés, on parlait du camp de nage Triconnexion, propulsé par Triconnexion, qui va avoir lieu cette année, donc dans la semaine avant la traversée. Donc, vraiment, une belle occasion pour se familiariser. Et question de vous présenter, donc, la dame derrière ce beau projet, eh bien, c'est Myriam Côté. Myriam Côté, donc, coach et passionnée, qui organise le camp Triconnexion. Myriam, content de te retrouver. Je dirais que la conférence aujourd'hui est sur 2 thèmes. On va y aller avec je vous dirais, démocratisation de la nage en eau libre. Donc, on va vraiment parler de ce que ça prend, question de se familiariser, d'être à l'aise avec tout ça. Et évidemment, Catherine et toi, allez parler de passion. Donc, c'est vraiment les 2 thèmes principaux. Myriam, si tu avais à me décrire la nage en eau libre en quelques mots, ça serait. C'est assez simple comme définition. Merci Jacques pour la belle présentation, un peu plus modeste. Alors, en fait, la nage en eau libre, c'est toutes les activités de natation qui peuvent se pratiquer en lac, en mer, en rivière. En général, on va parler d'une plus grande distance et c'est définitivement un sport en pleine effervescence et un sport en pleine nature. Alors, c'est bien décrit. Puis, évidemment, l'environnement de Tremblant est assez particulier. Tu le connais bien, tu as participé au Ironman déjà. Et donc, vraiment, tu es familière et tu es dans un environnement, mais
le Québec regorge de plans d'eau et de possibilités pour la nage. Donc, vraiment, Tremblant se donne évidemment comme un magnifique décor pour les gens de vivre tout ça, de vivre le camp et de vivre la traversée du lac Tremblant. Mais vraiment, il y a vraiment beaucoup de possibilités partout au Québec. Donc, belle introduction, ma chère Myriam, et belle, disons, façon de se tremper l'orteil pour le début de cette présentation. Évidemment, côté de nos invités, je vous parlais que j'avais l'honneur d'être aujourd'hui avec nos deux ambassadrices après vous avoir présenté nos ambassadeurs. Côté ambassadrice, ben, on retrouve Catherine Levasseur. Et Catherine Levasseur, ben, il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas, mais après cette présentation, vous allez la connaître. Et un coup que vous allez vous être initié à la nage en eau libre et à la traversée du lac Tremblant, vous allez maintenant reconnaître qui est Catherine Levasseur. Catherine Levasseur, c'est un petit peu la Jack Rabbit de la nage en eau libre à Tremblant, pour ceux qui connaissent le ski de fond. Alors, Jack Rabbit qui a initié l'Amérique du Nord au complet au ski de fond, ben, Catherine, elle, de son côté, par rapport à Tremblant, c'est né de son initiative, la traversée du lac Tremblant. Donc, vraiment, quand je parlais de passion, ben, comme passionnée et comme ambassadrice hors pair pour la traversée du lac Tremblant, ben, c'est Catherine Levasseur. Catherine, content de te retrouver. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je pense pas que je me compare à Jack Rabbit, là. Mais si on parle de passion, peut-être que je suis aussi passionnée que Jack Rabbit l'était. Pour ce qui est de mes qualités athlétiques, bien, on en reparlera. Moi, je suis pas une athlète professionnelle du tout. Moi, la traversée du lac Tremblant, c'est venu vraiment juste d'une passion pour la natation, d'une passion pour la région, en fait, aussi beaucoup. Parce que moi, j'étais patrouilleur de ski sur la montagne pendant de longues années. Puis, à chaque hiver, quand je regardais ce long lac-là, je me disais, ah, un jour, je vais le traverser à la nage. Et non, Myriam, je n'ai pas pensé le faire en largeur, j'ai pensé le faire en longueur. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé le faire en largeur. Effectivement, je ne l'ai jamais fait en largeur, mais je l'ai Mais fait Catherine, plusieurs fois en longueur. Catherine, en natation, on dit faire des longueurs. Oui, Donc, exact, soit, allez exact. toi. C'est exactement ça, Jacques, tu as tout compris. Donc, vraiment, c'est toi qui as eu l'idée au départ de nager et traverser le lac Tremblant, mais tu as réussi à attirer quelques personnes dans ton délire de natation. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est que la première année, je l'ai fait seule, mais évidemment, je ne l'ai pas fait toute seule, hein, parce qu'on ne fait pas une distance comme ça. Et non plus, même les petites distances, on va en parler tantôt, mais on essaie de faire ça toujours de façon sécuritaire. Donc, c'est sûr que je ne l'ai pas fait seule. Il y a des gens qui m'accompagnaient. Ensuite de ça, je l'ai fait par après avec une de mes bonnes amies, Stéphanie Deschamps. Puis ensuite de ça, ben, la ville de Mont-Tremblant a construit une superbe piscine. Donc là, j'ai pu rencontrer des gens qui partageaient ma passion pour la natation. Puis à ce moment-là que j'ai rencontré aussi André Soulière, qui est celui qui organise la traversée. Puis on a fait des traversées comme ça entre amis. Puis c'est devenu maintenant l'événement que c'est d'envergure qui va avoir lieu enfin cet été. On avait hâte que ça revienne. Et dis-moi, au début, Catherine, tu sais, comme quand tu as invité d'autres personnes, évidemment, tu sais, c'était le fun de partager tout ça, de partager cette passion-là. Je pense que ça t'anime et ça se perçoit. Mais est-ce que tu pensais un jour que la nage en eau libre et dans ta communauté, mais aussi, c'est que c'est pas juste au niveau de ta communauté, c'est vraiment au niveau mondial en ce moment qu'il y a un mouvement. La pandémie a fait que les gens ont recherché la nature, l'eau et les plans d'eau ont été recherchés. Donc, tantôt, on va parler un petit peu d'équipement pour le faire en termes de sécurité. Mais est-ce que tu pensais, toi, au départ, que ça prendrait cette ampleur-là? Ben, moi, je suis vraiment une passionnée de l'eau libre. Puis, je pense que si les gens se tournent vers la nature, se tournent vers le sport, euh, ben, c'est un incontournable. C'est un incontournable, vraiment, vraiment.
parce que quand on nage en eau libre, c'est pas comme nager en piscine, hein. C'est chaque expérience. Admettons, quand on s'entraîne en piscine, chaque entraînement peut un peu se ressembler, hein, parce qu'on suit la ligne noire, puis c'est 25 mètres. Mais chaque fois qu'on sort en eau libre, c'est une expérience unique. C'est une expérience unique par rapport à la condition de l'eau, par rapport à la température, par rapport au vent, par rapport à l'éclairage, par rapport au plan d'eau qu'on choisit. Donc, chaque expérience est marquante. Puis je pense que c'est pour ça que les gens sont à la recherche de ça de plus en plus, des expériences marquantes, des expériences significatives. Puis je pense que c'est pour ça que c'est de plus en plus populaire. Puis moi je suis juste contente de pouvoir partager avec encore plus de gens ce que j'aime faire. Puis dis-moi, au niveau de ce que tu aimes dans cet élément-là, tu sais, autre l'élément, si on y allait décortiquer petit point par petit point, c'est quoi les éléments dans chacune de tes sorties de nage qui fait que tu sais, c'est une expérience unique pour toi, puis que, tu sais, que si tu avais à communiquer à quelqu'un, voici les choses que tu vas découvrir lorsque tu vas retrouver à la hauteur d'eau Mhm, et que tu mhm. vas dans les différents plans d'eau. Tu pourrais-tu m'en parler un petit peu? Ben oui, en fait, c'est que pour nager en eau libre, on n'a pas besoin d'être un nageur expert. Ça, je pense que c'est super important de bien le dire. Oui, il faut s'encadrer de gens pour assurer notre sécurité et tout ça, puis toujours s'assurer de le faire dans un cadre sécuritaire. Mais il faut pas être c'est ça, un athlète de haute performance pour nager en eau libre. Donc, un coup qu'on a maîtrisé, en fait, c'est qu'on peut apprendre à nager en lac. Il y a des plans d'eau où on peut avoir les pieds au fond. Donc, la capacité athlétique, elle peut se développer en lac. On n'a pas besoin tant de la préparer en piscine. C'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça aide. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est que chaque expérience en eau libre, euh, c'est unique à cause. Ben, moi, je pense que chaque lac est différent. Euh, c'est ça, chaque journée est différente, la température est différente à chaque jour. Euh, faut être ouvert. Euh, faut être ouvert d'esprit, faut être ouvert aux expériences, mais aussi, tu sais, si on parle de traverser, de faire des longues traversées, ben, c'est comme tous les sports d'endurance. C'est la même chose. Tu sais, je lis beaucoup sur la course, sur le vélo. Ça se ressemble beaucoup, là. Donc, Oui. c'est c'est la même façon d'aborder une épreuve d'endurance. Que ce soit dans l'eau ou pas, on peut l'aborder pas mal de la même façon. Ouais, le parallèle est super intéressant parce que, tu sais, on commence pas à faire de la course à pied en courant un marathon. On commence Exact. par faire 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, tranquillement un 5, un 10. On se familiarise avec les distances. Avant de faire un marathon, on va faire un demi. Donc, tu sais, il y a vraiment une progression. Je pense que c'est une opportunité d'ailleurs avec la traversée du lac Tremblant, tu sais, avec les différentes distances, de pouvoir se familiariser. Et dans le camp d'entraînement aussi, les gens vont pouvoir se familiariser, tout ça. Vraiment une belle entrée en matière par rapport à justement, tu sais, comme le paysage. J'aime beaucoup ce que tu dis aussi par rapport à chaque journée est différente. Tu sais, on peut emprunter des sentiers, on peut marcher en forêt, on peut courir en sentier. Le paysage est toujours un peu différent. Le paysage change plus les journées avancent. Là, on est en mode en ce moment où ça bourgeonne et puis on commence à voir les feuilles faire leur apparition. À l'automne, il y a les couleurs. Donc, tu sais, il y a vraiment toutes sortes d'éléments qui font qu'à chaque fois, dis-moi, il doit y avoir une relation un peu particulière aussi de se retrouver ce que j'appelle à hauteur d'eau. Tu sais, tu regardes toujours un peu la montagne à Tremblant ou tu Oui. regardes le paysage autour de toi, normalement à hauteur d'homme, mais lorsque tu vas à hauteur d'eau, tu te retrouves avec une relation un peu particulière au paysage. Ah oui, puis le lac Tremblant, c'est vraiment spécial. L'eau du lac Tremblant, ça va peut-être paraître bizarre, là, mais
ça elle goûte bon. Tu sais, les lacs ont l'eau des lacs, c'est sûr qu'on boit pas l'eau, là, mais à chaque fois qu'on nage dans un plan d'eau, on a un peu d'eau dans la bouche, c'est normal, ça fait partie de la game. Mais le lac Tremblant, c'est un lac à une eau très claire. Euh, euh, à chaque fois que j'ai nagé au lac Tremblant, c'est vraiment, euh, c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Autour de Tremblant, il y a beaucoup d'autres lacs que j'ai nagé, que j'ai traversé. Puis le lac Tremblant, c'est un des super, super beaux lacs. Puis qu'on puisse faire un événement de natation en groupe, en gros groupe, dans le lac Tremblant, c'est vraiment exceptionnel. Alors, si tu avais à y donner une pastille de saveur, ça serait quoi, aromatique et souple ou Euh, euh, non, je dirais, mais c'est bon, un lac qui n'a pas de goût, c'est bon. On aime ça. Parce que les lacs qui ont des goûts, ça, on aime pas ça. Ben, merci beaucoup pour l'intro. Écoute, rendu là, je vous dirais, tu sais, que les gens, tu sais, on voit des questions qui commencent à défiler sur. D'ailleurs, on invite les gens, si vous avez des questions, à nous écrire et on a justement notre édimestre qui est en mesure de nous relayer les questions. Donc, on est rendu à la portion un peu comment pratiquer la discipline. Myriam, tu sais, question de pouvoir un peu démystifier. Évidemment, le camp va être là pour ça, mais pratiquer la nage en eau libre, on commence par où? Bien, pratiquer la nage en eau libre dans un premier temps, il y a des points forts que Catherine a mentionné tout à l'heure. C'est sûr qu'on essaie, on n'est pas seul quand on pratique la nage en eau libre. Il y a un encadrement, on doit avoir bien sûr au niveau sécurité, on doit avoir certains éléments avec nous. Il faut étudier le plan d'eau où est-ce qu'on va avant de le choisir. Puis même si vous décidez, parce qu'on parlait tantôt le Québec est rempli, regorge de magnifiques lacs, des rivières, tout ça. Même si on nage toujours au même endroit, c'est important de pouvoir identifier les éléments qui varient, qui changent de fois en fois. Fait que le paysage évolue, les conditions vont évoluer, puis c'est important que le nageur apprenne à lire ces éléments-là. Fait que la première étape, c'est de s'assurer qu'on y va avec des gens qui ont plus d'expérience que soi. C'est d'apprendre de développer notre temporel, c'est-à-dire que développer l'odeur, les yeux, de sentir l'eau, c'est des éléments qu'on doit prendre dès le départ, d'apprivoiser le fond, de le regarder. Alors, tantôt, Catherine a mentionné qu'on n'a pas besoin d'être super talentueux ou d'être physiquement athlétique. C'est excellent parce que dans le fond, c'est un sport auquel c'est ta vitesse, c'est tes objectifs, c'est ta capacité physique. Alors, la beauté de la nage en eau libre, c'est qu'on oublie le chrono. Il y a de plus en plus de plaisir parce qu'il y a tellement d'éléments qui varient à chacune des nages, parce que chaque nage a son ADN, Catherine le mentionnait tout à l'heure. C'est le plaisir qui prend la place parce qu'on n'a pas des éléments pareils à comparer. C'est définitivement un des éléments que je suggérerais, là, évidemment, quand on décide d'aller nage en eau libre les premières fois, d'être bien entouré des gens qui ont plus d'expérience que soi, d'avoir du matériel. C'est sûr que des femmes d'expérience comme Catherine vont peut-être utiliser une combinaison qui va être manche coupée, alors qu'une combinaison complète, manche longue, qui va aller jusqu'aux chevilles, va être en général la première combinaison que les nageurs en eau libre vont choisir. Au fur et à mesure que les gens prennent en expérience, ils vont pouvoir l'adapter, la combinaison. Faut s'assurer aussi d'avoir la bouée. La bouée du nageur est importante. On insiste souvent quand on nage en groupe. Il y a deux éléments importants pour qu'elle est importante. Un, pour le nageur, parce que ça nous permet de pouvoir, en cas de besoin, de se reposer. Donc, d'utiliser la bouée pour prendre un repos. Il y a même des bouées maintenant qu'on peut insérer le téléphone, les clés. Donc, il y a un élément de sécurité là-dedans qui est vraiment intéressant. Mais l'autre point qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est que ça nous permet d'être vus comme nageurs. Quand on nage dans un lac, bien sûr, on ne traverse pas en largeur. C'est qu'on y va en longueur. On longe
la berge, on va vouloir garder le bord de l'eau. Et la bouée permet aux riverains, dans le fond, aux gens qui sont autour, de voir qu'on est là. C'est un élément qui est ultra important. Oui, puis on peut y retourner aussi en cas d'insécurité. On peut y retourner puis prendre une pause ou quoi que ce soit, puis vraiment s'en servir pour se rassurer, mais aussi pour prendre une pause si c'est nécessaire. Si je peux me permettre d'élaborer juste un petit peu sur la combinaison. Là, les lacs sont calés, les lacs sont dégelés, les gens veulent se jeter à l'eau, ils veulent commencer tout de suite à nager en eau libre. C'est sûr qu'il faut s'acclimater aux températures froides d'un lac. Le froid, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer parce que même dans un lac chaud, en été, tu sais, un lac, je sais pas, moi, je suis plus, je dis les températures en Fahrenheit, là, mais admettons un lac qui est à 75, 72, 75, ben après un certain, tu sais, peut-être qu'au départ, on n'aura pas froid, mais plus on reste dans l'eau, le risque d'hypothermie, il reste toujours là. Même si l'eau du lac est chaude, si on allonge la durée de la nage, c'est toujours quelque chose qu'il faut considérer. Moi, si je peux apporter mon expérience personnelle, moi, je suis quelqu'un de très frileux. Je déteste avoir froid. Et mon problème, c'est que je déteste aussi nager avec un wetsuit. Étant donné que je suis une nageuse à la base, j'ai toujours nagé en piscine. Ben, les wetsuits, pour moi, c'est pas naturel. Ça change, le wetsuit change votre position dans l'eau parce que ça amène beaucoup plus de flottaison. Donc, ça change la position dans l'eau. Donc, si vous prévoyez, admettons, faire une course, faire un événement et que vous prévoyez nager avec un wetsuit, c'est important de se pratiquer avant avec le wetsuit. C'est important de vous familiariser avec votre équipement. Aussi avec la sensation du wetsuit, d'avoir une compression au niveau de la poitrine. Quand on est habitué de nager en piscine, c'est pas du tout la même sensation d'avoir la poitrine comprimée, d'être essoufflé avec un wetsuit qui pèse un peu sur la poitrine. Au niveau du cou aussi, ça peut, pour certains, ça peut être un peu étouffant. Si vous nagez avec des manches longues aussi, des fois, ben, il y a des wetsuits qui sont faits pour la natation, donc avec du néoprène qui est beaucoup plus mince au niveau des épaules, donc qui permet un mouvement ample des épaules sans être entravé ou quoi que ce soit. Mais moi, j'opte, comme Myriam disait, même quand l'eau est très, très froide, j'opte pour un wetsuit pas de manches parce que les longues manches, pour moi, c'est toujours restreignant. Ça m'empêche de bouger comme je veux. Donc, encore une fois, mais alors là, si l'eau est très froide, ben, puis que je nage avec un wetsuit pas de manche, ben, je vais adapter mon temps de sortie par rapport à la température de l'eau, par rapport. Donc, c'est important, tu sais, quand l'eau est très froide, de ne pas s'éloigner trop des rives, de prévoir une sortie plus courte, puis de refaire la même distance si jamais on a encore de l'énergie puis qu'on n'a pas froid. Ben, c'est mieux de refaire la même distance que d'aller trop loin puis d'avoir de la difficulté à revenir parce qu'on a trop froid. Puis quand l'hypothermie arrive en lac, ben, on ne contrôle plus nos grelottements. Les symptômes d'hypothermie, là, c'est très difficile à contrôler lorsqu'on doit rester dans l'eau, lorsqu'on doit fournir un effort. Puis ça affecte aussi la capacité à fournir cet effort-là, là, parce qu'on combat le froid. Donc, Jusqu'à même présent, sur des traversées, je m'excuse, même sur des traversées de 3 heures, 3 heures et demie de temps, même si l'eau est chaude, il y a un facteur de combat contre le froid. Donc, c'est toujours, toujours à considérer. on a parlé d'équipements. Il y a beaucoup de questions qui défilent au niveau des équipements. On a parlé des combinaisons hypothermiques. Il y a certaines personnes qui se demandent, bon, évidemment, si on nage en eau libre, non pas en eau libre, mais en piscine, on n'est pas habitué à la combinaison hypothermique, donc le wetsuit. Est-ce que vous pensez que le lac Tremblant est à la période où se tient l'événement
que l'utilisation seulement du maillot et non pas la combinaison hypothermique est quelque chose à considérer ou à déconseiller? Il y a deux choix de réponse. Oui. Ça va dépendre du nageur. Catherine va pouvoir venir soutenir. Quelqu'un qui a plus d'expérience, évidemment, va vouloir peut-être opter pour un sans combinaison. Quelqu'un qui a moins d'expérience, qui a besoin d'un sentiment plus de protection, qui a besoin d'un peu plus de flottaison, va se sentir totalement en confiance avec un wetsuit. Moi, ma réponse, pour moi, comme nageuse, assez claire, pour le wetsuit. Catherine, ça serait différent. C'est parce que c'est deux, pour moi, en tout cas, c'est deux façons complètement différentes de nager. C'est sûr que plus on s'entraîne avec le wetsuit, ben, plus on l'apprivoise. Donc, si on porte un wetsuit, c'est sûr qu'on va plus vite. C'est sûr qu'on va plus vite parce qu'on flotte plus. L'eau glisse vraiment plus sur nous. Donc, moi, j'ai fait la traversée 8, 9 fois, je pense. Ben, la fois que je l'ai faite le plus rapidement, c'est l'été dernier, puis j'ai gardé ma combinaison toute la traversée. C'est la première fois que je le faisais. Toutes les autres fois, à peu près au milieu de la traversée, j'enlève mon wetsuit. Je deviens tannée, je veux changer ma position, je deviens comme j'ai un peu mal dans le bas du dos parce que ma position est différente. J'enlève ma combinaison en plein milieu de la traversée, je la donne à mon kayakiste, puis je poursuis juste en maillot. Donc, c'est ça, c'est que moi, je suis pas. C'est sûr que les athlètes de performance, ils vont pas faire des moves de même, là. Ils vont garder leur combinaison, ils vont pousser pour avoir un temps, avoir une vitesse. Moi, je l'ai toujours fait pour l'expérience. Donc, si je me sens pas bien avec le wetsuit, si je sens que je pourrais être mieux en maillot, ben j'enlève la combinaison, puis ça s'arrête là. Donc, c'est des façons différentes. Et toi, Myriam, par rapport à tes expériences de nage en eau libre, est-ce que tu portes toujours le wetsuit ou il y a certaines périodes de l'année où tu es confortable pour quand même des longues distances et admettons pour une sortie de 3 km, là, sortie de 3 km, sortie de 1 km, je suis celle qui va porter le wetsuit. Okay. C'est une question, c'est sûr que dans les wetsuits, on peut en parler aussi, là, mais moi j'ai un wetsuit par lac, là, dans le sens qu'en termes de l'éthique du nageur, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment important d'utiliser le bon wetsuit en fonction de l'athlète. Mes épaules sont différentes de celles de Catherine, fait que mon wetsuit est adapté. Moi, je suis confortable avec un wetsuit. Si l'eau était vraiment chaude, puis c'est arrivé où il y a des compétitions où le wetsuit n'était pas permis, donc j'ai utilisé le speed suit, qui n'est pas du tout pareil, mais mon choix à moi va être définitivement de prendre le wetsuit. Parce que j'ai fait les expériences avec et sans, et j'opte pour le wetsuit. Au niveau des équipements, on a parlé des bouées. Donc, les bouées, qui, pour l'entraînement, sont agréables à avoir, justement, même si on est dans un grand groupe et tout ça, question de se faire localiser et tout. Dites-moi, au niveau des équipements, évidemment, les gens qui sont moins familiers pensent qu'en début de saison, on ne peut pas nécessairement aller à l'eau parce que, bon, ça va être trop froid pour la tête et tout ça, mais il existe également des bonnets en néoprène pour mettre sous le bonnet pour arriver tôt en saison. Est-ce que vous êtes des adeptes d'utilisation de bonnets de néoprène pour une entrée en saison tôt dans l'année? Non. D'ailleurs, Catherine et moi, on a fait un essai le 1er mai. On a fait un essai et on n'a pas utilisé le casque de néoprène, mais moi, j'ai mis deux casques de bain. Je pense pas que c'est le casque de néoprène qui aurait fait la différence. Non. Non, non. Quand l'eau est assez froide pour mettre un casque de néoprène sous le casque de bain, admettons, là, c'est que l'eau est vraiment froide. Puis, si l'eau est vraiment froide, d'après moi, c'est sûr que le casque de néoprène va faire que tu vas conserver un peu plus la chaleur, hein, parce qu'on sait qu'on perd la chaleur par la tête, les aisselles, l'aine. Donc, c'est sûr que le casque de néoprène va aider à garder un peu plus la chaleur. Mais
D'après moi, si on est obligé de mettre un casque de néoprène, là, c'est que l'eau est très froide. Donc, on devrait restreindre la durée de la sortie et s'assurer que dès les premiers signes de frissons, qu'on soit près d'une sortie, qu'on soit près d'un endroit où on peut sortir, où on peut avoir accès à un endroit où on peut se réchauffer rapidement. Obscene, on voit pour les entraînements, évidemment, l'utilisation de pannes de natation, quelquefois des bouées pour tenir les genoux, question de stabiliser ou des choses comme ça. Est-ce que pour des entraînements en eau libre, vous recommandez aussi l'utilisation de ces accessoires-là? Ben, moi, de mon côté, c'est sûr que quand on travaille en groupe, disons que lors des sorties, on est une quarantaine, on est 4 groupes de 10 et le groupe n'est pas tout à fait homogène. On va recommander peut-être au plus lent d'utiliser les palmes, mais ça pourrait être aussi à l'encadreur ou au coach d'utiliser la palme. Pourquoi? Ça permet de faire plus de va-et-vient, donc d'aller en avant, récupérer le plus rapide et de revenir chercher celui qui est en arrière. Bien, le groupe reste ensemble, c'est vraiment important. Dans le fond, les palmes viennent donner la petite énergie additionnelle. Là. Il y a un élément de flottaison aussi pour ceux qui utilisent les palmes là, pour les débutants. Là. Puis aussi, c'est que tout l'équipement qu'on a parlé, là, qui est utilisé en piscine, palme, paddle, les paddles là, dans les mains, le pull boy entre les jambes, ben, ça peut être utilisé en lac aussi parce qu'on peut s'entraîner en lac aussi. On peut se donner, on peut se donner des points. Tu sais, on parle souvent des montres. Tu sais, les gens nagent avec une montre pour avoir la distance. Moi, j'en ai pas de montre. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'en ai pas de montre. Donc, moi, ce que j'utilise quand je veux m'entraîner, quand je m'entraîne en lac puis que je veux faire des intervalles ou que je veux aller plus rapidement pendant tant, je vais pas par, tu sais, c'est ça, c'est pas tant sérieux mon entraînement dans le sens que je vais me fixer des points. Tu sais, OK, je vais nager jusqu'à tel chalet, tel arbre, telle roche. Ben, avec les palmes, c'est ça qui ça permet, tu sais, ça permet de nager plus en force jusqu'à une telle distance. Puis ça augmente la forme physique, ça c'est sûr et certain. Les paddles, ben, ça augmente la force dans les épaules. C'est sûr que ça peut aider pour l'entraînement. Moi, je trouve que aussi ça fait de la variété. Mais c'est sûr que quand on fait des plus longues sorties, ben là, si vous partez avec les palmes, ben vous faites toute la distance avec les palmes. Donc, si à un moment donné, tu sais, les palmes, c'est plus exigeant. Les muscles des jambes, ça demande plus d'oxygène. Donc, est-ce que vous allez vous fatiguer plus vite? Si vous kickez fort, oui, vous allez vous fatiguer plus vite. Donc, ça aussi, c'est à prévoir. Donc, si je veux faire un entraînement avec des palmes, ben, il faut peut-être prévoir une plus courte distance que je suis habituée de faire. Ou si vous êtes en équipe, vous pouvez pratiquer, vous pouvez vous prêter les palmes, l'autre Ouais. utilise la palette, ensuite à mi-chemin. Puis partez pas en peur, allez pas vous acheter une montre demain matin si vous voulez participer au camp ou les dangers. On peut y aller en nombre de coups de bras. Catherine a parlé en point de repère au niveau où on fait notre repérage, point de repère peut-être l'église, une maison, une roche. Quand on travaille en entraînement, en groupe, on va travailler par nombre de coups de bras ou par rotation. Fait que la montre est utile, mais elle n'est pas nécessaire, surtout pas obligatoire. Il y a des gens qui posaient des questions aussi pour l'événement lui-même. Si on a parlé pour l'entraînement, les palmes, mais est-ce qu'on peut utiliser les palmes pour l'événement? Je crois que non, évidemment, puisqu'il y a un temps, il y a une recommandation. Donc, c'est vraiment pour l'entraînement, pour répondre aux gens qui se posaient la question. Il y a des gens qui ont posé la question aussi concernant l'utilisation des bouchons d'oreilles. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez pour votre pratique? Oui, c'est-à-dire moi non. Les gens qui vont utiliser, il y a peut-être une personne sur 4 qui va utiliser les bouchons. Dans ma lecture, je ne sais pas si là ça semble avoir coupé la communication, là, mais les bouchons vont être utilisés pour ceux qui ont du vertige ou évidemment les otites, là, le type du nageur qu'on appelle pour l'éviter. Les gens qui ont un petit peu de... En mettant le bouchon, bien évidemment, ça bloque.
Si on le met en général en piscine, assurez-vous de le mettre aussi en lac. Mais ça se pourrait que vous n'en ayez pas besoin en piscine, mais que vous en avez besoin en lac. La dimension, elle est différente. Hein? La vue, tout l'espace temporel, le temps est différent. Fait que ça se peut que cette notion de bouchon soit utile. Il n'y a rien comme le tester non plus en entraînement ou en camp d'entraînement, justement, pour Faut se juste faire familiariser un petit peu attention, avec ça. faut juste faire attention avec les bouchons, c'est que quand on est habitué d'emporter en piscine, ben, en piscine, on n'a pas vraiment besoin d'entendre qu'est-ce qui se passe autour, dans le sens que c'est un environnement contrôlé, sécuritaire. Tandis qu'en lac, il y a quand même une dimension qui est importante de pouvoir entendre si un de nos partenaires est en difficulté, si, il y a un bateau qui s'en vient, on les entend de loin, les bateaux. C'est sûr que si on a une bouée, on est visible, mais des fois, les bateaux, c'est le fun de les entendre venir aussi. Fait que il y a juste cette dimension-là aussi qu'il faut bien penser si on met des bouchons. Et Catherine, je confirme, tu viens du domaine médical, l'eau ne rentre pas par les oreilles dans l'intérieur du corps humain. Ben, à moins qu'il y ait une fissure au niveau, à moins qu'il y ait une fissure au niveau du tympan, mais ça s'en va pas dans votre cerveau, ça c'est sûr et certain. De toute façon, s'il y a une fissure au niveau du tympan, on le ressent pas mal plus Ça fait en très avance. mal. Oui, effectivement, ça fait très mal. Dis-moi, il y a des gens qui posaient la question concernant le support. Il y a une maman, justement, qui disait que sa jeune fille va faire pour la première fois le 1 km. Je demandais au niveau du support à l'événement. Évidemment, vous êtes familière, je peux m'avancer peut-être sur cette réponse-là, mais au niveau de la nage, lors de l'événement, il y a des kayakistes, j'en parlais tout à l'heure, plus de 170 kayakistes qui accompagnent, évidemment, pour ceux qui font la traversée intégrale ou les équipes, eux ont quelqu'un de dédié à leur équipe, mais pour ce qui est des gens qui participent aux différentes distances, on a un encadrement sécuritaire dans le cadre de la traversée du lac Tremblant là, à offrir aux gens. Absolument, absolument. Il y a des sauveteurs sur des planches à pagaie, il y a des bateaux, c'est vraiment, c'est un parcours balisé, donc c'est vraiment un environnement hyper sécuritaire pour vraiment tout le monde. Et les gens posaient la question, lors de l'événement, est-ce qu'il est permis de toucher au kayak? Ben, c'est pas supposé. C'est pas supposé. C'est sûr que si on est en difficulté, ben là, on se pose même pas de questions, là. Notre kayakiste est là pour ça. Mais on n'est pas supposé je pense, de toucher au kayak. Mais faudrait cette question, on pourrait lui y répondre peut-être un peu plus tard en détail, vraiment avec les règlements, parce qu'il y a des règlements. Puis je pense que si vous allez sur le site de la traversée dans le 12 km ou si vous êtes inscrit, en tout cas, ils vont vous donner la liste des règlements, là. Et en passant, il y a plusieurs questions du public qui concernent la nutrition. Ben, ça tombe bien parce que ça va être justement le sujet de notre prochain Facebook Live. Je vais vous en parler un peu plus tard, donc le 7 juin. Donc, on aura justement deux invités qui vont parler de la nutrition. Pour ce qui est maintenant de notre conférence aujourd'hui, puis de notre entretien, on en a survolé un tout petit peu les aspects sécurité. Si vous aviez des conseils, justement, parce que justement, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui nous écrivent comme quoi c'est leur première expérience ou c'est des nageurs de piscine qui veulent être des nôtres pour nager en eau libre et tout ça. Si vous aviez des conseils de sécurité à donner aux gens qui veulent s'initier. On y va, oui. Bien, tout à l'heure, on a parlé en général, quand on va nager en eau libre, on s'assure qu'on connaît l'étang d'eau dans lequel on s'improvise. Habituellement, on y va en triade, on utilise la bouée, on s'assure que ce soit une zone baignade. S'il y a des panneaux, on s'assure bien sûr de prendre le temps de les lire, d'être bien équipé. Quand vous n'êtes pas en triade et que vous êtes seul, puis j'aime mieux donner la consigne, vous téléphonez quelqu'un, vous leur dites, écoute, je pars de telle heure à telle heure, je vais être de tel endroit, dans tel lac, puis évidemment, vous devez sécuriser des gens, vous signaler à un ami, dans le fond, vos intentions en termes de parcours. Quoi d'autre qui sont importants? Bien sûr, vous nagez sur le bord de l'eau.
On parle de 60 mètres en général, le plus loin. On ne traverse pas un lac. Quand on fait des nages, on s'assure de bien gérer l'heure à laquelle on y va. Si on est le matin, en général, les lacs ont un couvre, le début des bateaux, des motorisés ont une heure spéciale. Souvent, on parle de 8 heures pour commencer à utiliser les motorisés dans les lacs. Donc, essayez d'aller nager avant 8 heures, gardez le bord de l'eau, assurez-vous de longer. On ne se met pas à parler très, très fort. Les gens, c'est très écho quand on est sur le lac. Donc, les riverains qui habitent près de l'eau, on ne se plante pas devant la maison puis commencer à prendre un café avec eux pour leur dire, mais en termes de sécurité, quand on y va, par exemple, en midi ou en après-midi, l'heure à laquelle on ne veut pas y aller, c'est l'heure où les bateaux motorisés sont là. C'est quand ils sont là, principalement, ben, c'est le fameux 4 à 7. Là. C'est le 4 à 7 qui est un peu plus, disons, populaire là, pour les riverains qui ont leur propre motorisé. Fait que de bien s'entourer, de savoir à quelle heure on y va, de connaître notre forme physique à laquelle on y va, puis d'évaluer la distance sur laquelle on va faire l'entraînement lors de la journée, c'est définitivement primordial. Catherine, toi, si tu avais des conseils de sécurité à donner aux gens? Moi, je dirais vraiment de savoir aussi les conditions météo. Est-ce que il annonce des orages? C'est quoi les vents? Souvent, moi, je me suis pas préoccupée des vents et le vent est pas du bon côté ou le vent on a le vent dans le dos quand on part, donc là, ça va vraiment bien. Mais quand on revient, on est plus fatigué, puis là, on se retrouve avec le vent dans la face, avec la vague. Donc, c'est ça, s'assurer d'avoir une idée, là, tu sais, de ne pas aller à l'improviste. Tu sais, de vraiment s'assurer des conditions météo, que c'est sécuritaire. C'est sûr d'y aller. Moi, c'est très, très rare que je nage seule. Vraiment, je pense que ça m'est arrivé quelques fois, mais j'ai toujours un tu sais, même si j'ai nagé beaucoup, beaucoup dans des lacs, là, toujours une petite insécurité si je vais seule. C'est dans des plus petits lacs que je suis allée seule. Mais un grand lac, là, ouf, toute seule, là, non. Fait que je comprends les gens admettons, qui débutent, vraiment s'assurer d'avoir des partenaires. Puis, tu sais, pour avoir des partenaires, des fois, les gens sont seuls, puis ils voudraient avoir des partenaires. Mais tu sais, c'est de s'informer, les associations de lacs. Des fois, il y a ben, dans les associations de lacs, les gens peuvent vous donner des conseils sur qui nage sur ce lac-là et ainsi de suite. Et dites-moi, il y a plusieurs personnes aussi qui parlent de leur transition entre la nage en piscine et la nage en eau libre. Écoute, je sais pour avoir régulièrement parlé avec Pierre Lavoie, qui est un des adeptes et justement notre porte-parole officielle pour cette troisième édition. Pierre disait que nager en piscine, lui, il trouvait ça aliénant. Il le faisait par obligation pour sa préparation pour ses Ironman, mais la nage en eau libre a quelque chose de très libre, mais aussi de ce que j'ai entendu pour la plupart des nageurs qui sont vraiment des adeptes de nage en eau libre, c'est que la nage en eau libre ou la natation point comme sport, il n'y a pas d'impact. Donc, au niveau du corps, la fatigue, ou du moins, lorsqu'on trouve son rythme, on est capable quand même de nager très longtemps, autant au niveau de sa zone aérobique, autant au niveau de sa forme, autant au niveau de sa cadence. Un coup qu'on trouve sa cadence, sa respiration, les gens souvent en piscine vont avoir nagé maximum des 2000 mètres. Fait que pour eux, nager un 3, un 5 ou un 12 est quelque chose qui semble invraisemblable. Pouvez-vous peut-être faire un parallèle et peut-être rassurer des gens justement entre la transition de nage en piscine et la nage en eau libre? Oui, ben en fait, moi, ce que je dirais, c'est que, premièrement, la nage en eau libre, c'est accessible à tous. Le public, il est large à qui ça s'adresse. Mm -hmm.
Une des raisons principales, on en a parlé tout à l'heure, évidemment, c'est ta forme physique, c'est ta vitesse, c'est ton rythme. Donc, il n'y a pas de limite. C'est un des sports qu'on va pouvoir vivre jusqu'à 110 ans, qu'on va pouvoir maîtriser. Ce n'est qu'en développement. Fait que la transition entre la piscine et le nage en eau libre, c'est un peu comme le vélo de route sur le vélo en sentier. La course sur route, course en sentier. On apprend à découvrir un peu plus la nature. On laisse tomber un peu plus la notion en général du chrono. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de chrono ou ne peut pas faire de performance en eau libre, mais il y a une tendance à laquelle où les gens qui s'accrochent en ce moment, pourquoi il y a tant d'effervescence avec la nage en eau libre, c'est qu'on oublie la notion de chrono, c'est la notion de plaisir, d'expérience qui prend définitivement le dessus. En termes techniques, je pense qu'il y a 3 points importants qui sont différents. C'est la mobilité des épaules est différente à cause de la combinaison. Le repérage, évidemment, on fait un repérage beaucoup plus haut pour voir où est-ce qu'on se dirige parce que ce n'est pas la ligne du fond de la piscine qui va nous diriger. Puis la respiration, elle est modifiée, mais la transition, elle n'est que... moi, je vais appeler ça le bien-être de la vertu. Là. C'est un sport anti-stress. Là. En piscine, c'est un peu plus stressant. En nage en eau libre, il n'y a pas de stress. Là. C'est un sport parfait. Et quand je parlais pas Ben, d'impact tout à l'heure, vas-y, Catherine, oui, peut-être oui, rajouter sur vas-y, ce point. vas-y. Ah, ben, j'allais dire, vu qu'on disait que c'était un sport sans impact aussi, ce qui est intéressant, tout à l'heure, je voyais quelqu'un dans sa lecture qui disait que lui, il vient d'avoir un remplacement de la hanche ou elle venait d'avoir un remplacement de la hanche et tout ça. Évidemment, la natation est tout à fait, évidemment, avec une supervision médicale, là, les physiothérapeutes et tout ça qui confirment qu'on est en mesure de passer, mais vraiment, le Ben fait qu'il n'y oui, a pas d'impact et tout ça, c'est vraiment un sport idéal ben oui. pour la récupération et puis tout ça. Mais vas-y pour l'aspect, justement, c'est Ben, moi, ce que je pourrais dire aux gens, c'est que c'est sûr que la préparation en piscine donne une idée des distances qu'on est capable de faire. Mais de se pousser du mur à chaque 25 mètres, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus demandant physiquement. Hein, ça demande un effort, comment que je, c'est comme ça bloque aussi la vitesse et tout ça. Quand on nage en lac, c'est pour ça quand tu parles, Jacques, d'avoir son rythme, de prendre sa respiration, c'est plus on nage longtemps, ben plus c'est facile de venir avec un rythme continu, un rythme constant. Tu sais, les gens, ça leur fait peur 12 kilomètres, là, mais dans le fond, c'est que c'est beaucoup plus mental. L'épreuve, moi, je pense que si vous êtes en forme, que vous êtes capable de nager, je ne sais pas, ça serait quoi la distance balise, là, mettons, pour dire qu'on serait capable de nager un 12, mais je pense que qu'est-ce qui est important, c'est de travailler la préparation mentale aussi, c'est-à-dire de préparer la même chose que pour une épreuve de longue distance dans n'importe quel autre sport. OK, si je me mets à avoir mal, comment je vais réagir? Si je viens que je suis découragée ou je m'ennuie ou je trouve ça long ou qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes options quand j'ai ces situations-là qui arrivent? C'est sûr que aussi pour des épreuves de 1, de 3, de 5, c'est sûr que sur des épreuves de 1 km, ben là, on peut axer un petit peu plus sur la vitesse. Les épreuves de 3, de 5, bien, ça dépend de vos objectifs personnels, mais c'est sûr que sur des plus courtes distances, bien, on peut penser à ajouter de la vitesse. Euh, Sur une épreuve de 12 km, si on s'appelle Xavier Desharnais ou Bertrand Venturi, on peut penser à mettre de la vitesse aussi. Mais pour Catherine Levasseur, moi, la seule année où j'ai mis de la vitesse, c'était la première année de la traversée. La première année que André a mis qui a fait l'événement, j'ai mis de la vitesse parce que je sentais de la pression. Euh, Puis j'ai détesté mon expérience. J'ai détesté ma traversée. Je m'étais dit que jamais plus j'allais traverser le lac Tremblant.
j'avais eu tellement mal que ça m'avait enlevé tout le plaisir. Donc, après, l'année suivante, j'ai pas fait la traversée, j'ai fait la traversée d'un autre lac, le lac Labelle, qui lui est 15 kilomètres, et j'ai eu vraiment du plaisir. Donc là, je me suis dit, OK, donc c'est pas la distance, c'est la façon d'aborder l'événement qui n'était pas la bonne pour moi quand j'ai mis de la vitesse. Donc, pour moi, traverser un lac sur une longue distance, c'est de mettre un effort constant, mais pas de mettre d'axer sur la vitesse. C'est juste d'axer sur un rythme régulier qui me permet de maintenir ce rythme-là finalement vraiment longtemps et de façon confortable. C'est sûr que dans la traversée, il y a des moments où j'éprouve certaines douleurs, tout ça, mais ça finit toujours par passer. Puis si le mental est là, puis que aussi un kayakiste ou des gens qui vous entourent sont là pour vous garder dans un bon état d'esprit, un bon état positif, ben c'est ça qui fait qu'on a une expérience qui est agréable puis qu'on veut répéter encore et encore. Donc, rester dans sa zone de confort puis avoir du plaisir, je pense que c'est ce qui est important. Écoutez, les filles, j'avais parlé que c'était sous le signe de la passion et démocratiser et puis la nage en eau libre, vous l'avez fait très, très bien. Euh, on est à moins de 10 minutes maintenant avant la fin de l'événement. Au fur et à mesure, on a répondu à certaines questions. Si jamais on n'a pas répondu à vos questions, on vous invite à utiliser l'adresse courriel de l'événement, donc info à traverserlactremblant.ca. Donc, l'organisation pourra vous répondre. D'ailleurs, pour ce qui est de la nutrition, comme je vous disais, on va en parler à notre prochain événement. Mais Myriam, vraiment, si on a réussi à éveiller la passion chez les gens, le désir d'explorer, de se familiariser, je pense que cette année, la toute première édition du camp d'entraînement Triconnexion est vraiment une plateforme idéale. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la création de ce camp-là et sous quelle forme ça va se présenter? D'accord. Alors, en fait, le camp qui est associé, dans le fond, avec la traversée du lac Tremblant, dernièrement, dans les 2 dernières années, la communauté de nageurs en eau libre a vraiment explosé. Il y a une régularité et ce sont les gens, on les a un peu décrits tout à l'heure, ce sont des gens qui veulent se remettre en forme. Le public est très vaste, là. Évidemment, c'est accessible définitivement tout. C'était des gens qui avaient envie d'améliorer leur technique. C'était des gens qui avaient tout simplement envie de garder une forme ou tout simplement d'être avec des gens parce que c'est quand même une activité sociale. Les gens, on se retrouve en tribu quand on fait de la nage en eau libre. Alors, le camp va avoir lieu le 3 et le 4 août qui précède l'événement de la traversée. C'est probablement une super belle occasion pour aller tester votre désir de réaliser le 12 km, peut-être en 2023 et qu'en 2022, vous opteriez peut-être pour une plus petite distance que ne serait-ce que le 1, le 3 ou le 5. Le camp, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir vous aider à atteindre vos objectifs. Et j'insiste en disant vos objectifs, c'est que l'ensemble des entraîneurs qui vont être présents pour coacher les groupes, on a donné accès à 100 nageurs seulement qui veulent s'améliorer. On va avoir 10 coachs, on va avoir 10 encadreurs également, dont Antoine Jolicoeur, notre favori. Il va y avoir aussi plein d'autres entraîneurs intéressants. L'idée, c'est de pouvoir vous amener dans le fond, à améliorer votre plaisir, votre environnement, de vous initier, ne serait-ce qu'à la nage en eau libre, à démystifier un peu tout, connaître l'éthique du nageur. Les 2 journées vont se dérouler, dans le fond, mercredi et jeudi. On commence, c'est assez complet. 7h30, mot de bienvenue au lac Tremblant. On va débuter une première nage en groupe de 10 et très, très, très supervisé. Tout le monde va avoir des éducatifs à faire. On va sortir de l'eau, on va avoir capture vidéo. Chacun des nageurs, dans un parcours dédié, va avoir le même circuit à faire. On va capter le nageur dans son espace en eau libre. On va faire de la rétroaction. On va expliquer aussi disons, le renforcement musculaire du nageur. Évidemment, on ne s'improvise pas pour un 12 km. On doit graduellement augmenter l'entraînement. On doit s'assurer que les épaules, les dorsaux, les abdos sont bien forts pour pouvoir supporter l'entraînement. Donc, on va venir
dans le fond, synchroniser les 10 meilleurs exercices à faire pour le nageur. On va les faire avec les nageurs qui vont être inscrits. On va avoir une conférence sur la nutrition. Donc, pour bien gérer la nutrition pour les athlètes en endurance, Antoine Jolicoeur-Desroches va venir effectivement nous parler. Il est en train de compléter son doctorat en nutrition. C'est tout un personnage. Vous allez le voir avec la prochaine mention Facebook. Alors, les 2 journées, on a 5-6 mises à l'eau avec lesquelles il y a des éducatifs spécifiques pour chacun. Il y a des occasions pour les pratiquer. Chacun va sortir de là, au-delà d'une amélioration de sa technique et des outils pour pouvoir atteindre les objectifs. Je pense qu'au-delà de tout ça, c'est l'expérience humaine qu'il va y avoir là, parce qu'on va être un petit groupe de 100 très intime, mais dans l'environnement de Tremblant, c'est sûr que c'est magique. C'est sûr que c'est magique. Je crois avoir perdu Jacques Galarneau. Je sais pas. Hey, on va pas perdre Jacques juste pour le mot de la fin, là. Non. Mais Je suis de retour. Est-ce que vous me voyez, les filles? Oui. Ah, voilà. Alors, les magies d'Internet. Alors, Doug, j'allais vous dire, par rapport à la nutrition, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question. Je vais en parler en clôture pour la prochaine conférence. Mais Antoine, en plus, pour les gens qui l'ignorent, bon, j'ai le plaisir d'être animateur des Ironman. Et puis, Antoine, même lorsqu'il était amateur du côté Ironman, il était le premier nageur à sortir de l'eau devant les professionnels. Donc, c'est vraiment un athlète d'exception. En plus, ça a été mon voisin pendant quelques années. Et maintenant, il supervise les stages de ma fille du côté de l'Université Sherbrooke. Alors, c'est pas merveilleux, ça. Donc, Antoine est également vegan, si je ne m'abuse. Donc, vraiment, au niveau nutrition, c'est intéressant d'explorer ça aussi, parce que ça aussi, c'est de plus en plus commun. Donc, vraiment, une belle brochette d'entraîneurs que tu vas avoir avec toi, chère Myriam. Et pour les gens qui l'ignorent, Myriam est une super coach, comme le dirait Claude Sivigny, parce qu'elle a beaucoup aidé pour la préparation de ces Ironman. Alors, salutations à Claude. Myriam, je voulais justement, au moment où Claude faisait son intervention, mentionner justement ton bagage, toi qui as représenté le Canada lors de championnats mondiaux aussi, donc de demi-Ironman et tout ça. Donc, tu as vraiment un bagage incroyable à véhiculer à 4 reprises. Voilà. Alors, écoutez, on approche la fin. Alors, c'est le temps pour moi de vous remercier. Moi, définitivement, je confirme que les 2 objectifs de cette rencontre-là ont été atteints avec la passion et démystifier. Je vois les questions, je vois les gens qui ont suivi. D'ailleurs, le Facebook Live, si vous avez été des nôtres, merci d'avoir été là en grand nombre. D'ailleurs, je pense que la plage horaire plaît beaucoup aussi un soir de semaine, beaucoup plus facile de se mobiliser que le week-end. Catherine, de ton côté, pour l'événement, évidemment, on va te retrouver là. Est-ce qu'on te retrouve sur le 12 km? Probablement. Probablement. Ouais. Oui. Ben, c'est que moi, je laisse je laisse l'été aller pour voir comment je suis capable de m'entraîner, mais probablement oui. Alors, peu importe la distance, espérons que ce soit dans le plaisir, c'est ce qu'on s'est dit. Absolument. Myriam, de ton côté, évidemment, tu auras plusieurs personnes à superviser lors de l'événement. On invite les gens d'ailleurs à aller sur le site de l'événement. Le lien est là pour pouvoir s'inscrire pour le camp d'entraînement. Et puis, oui, écrire si vous avez des questions, évidemment. Myriam, merci beaucoup pour ta participation. Alors, j'en profite pour vous remercier encore une fois d'avoir été là et également de vous dire que la prochaine, la prochaine présentation du Facebook Live, ça va être le 7 juin à 19h toujours. Donc, 7 juin à 19h. Et ce sera donc Normand Piché, celui qui a rallié les 5 continents à la nage. Alors, vécu fort intéressant. Et pour ce qui est de la nutrition, il est bien placé pour en parler parce qu'il y a eu à vivre et gérer de longues expéditions de natation, disons-le comme ça. Antoine Jolicoeur, on en parlait tout à l'heure, triathlète professionnel, vegan, donc qui va nous partager ses conseils au niveau nutrition. Donc, ce sera le sujet principal de ce Ça prochain va être Facebook Live. intéressant. On espère que vous avez apprécié donc votre passage avec nous. Si on n'a pas répondu à vos questions, allez sur le site de la Traversée Lac-Tremblant. L'adresse info est là. Merci Myriam, merci Catherine d'avoir été là. Merci. Bonne saison de nage à tous et au plaisir de vous retrouver.